Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet fascinant, mais disons-le, assez terrifiant. On plonge au cœur des protocoles de contrôle épidémique pour examiner une menace invisible, mais absolument redoutable, le syndrome pulmonaire à hantavirus. C'est une maladie complexe et redoutée. Alors, on va décortiquer les données disponibles de manière claire, sans panique, pour vraiment comprendre de quoi il s'agit. Allez, c'est parti! Et pour bien comprendre l'ampleur de ce qu'on affronte, il suffit de s'arrêter sur ce chiffre. 35 à 50%. C'est le taux de mortalité des personnes qui développent ce syndrome. C'est énorme. On ne parle pas d'une petite infection saisonnière là. Ça établit tout de suite la gravité extrême de la situation. En clair, face à ce virus, la marge d'erreur est pratiquement inexistante. Pour rendre la menace un peu plus concrète, écoutez ces mots laissés par un survivant de la maladie. Il a décrit ses symptômes en disant avoir ressenti, je cite, un bandeau serré autour de ma poitrine et un oreiller sur mon visage. Ça donne des frissons, non ? Ça illustre de façon vraiment viscérale l'étouffement et la détresse respiratoire sévère que provoque ce virus lorsque les poumons commencent à se remplir de liquide. Alors, voici notre plan d'action pour ce décryptage. 1. On va voir la nature de ce syndrome. 2. Comment le virus se transmet. 3. Les signes cliniques pour le repérer. 4. Comment la communauté peut se protéger. Et enfin, 5. Les impacts sociaux de la maladie. Première partie de notre analyse, la nature de la maladie à hantavirus. En épidémiologie, il y a un concept fondamental qu'on appelle le seuil épidémique. En gros, c'est le nombre minimum de cas qui indique le début d'une flambée et qui déclenche l'alerte. Et bien pour le hantavirus, accrochez-vous, à cause de son taux de mortalité incroyablement élevé, ce seuil est fixé à un seul cas. Oui, un seul diagnostic positif suffit pour sonner l'alerte maximale. Deuxième partie, les méthodes de transmission. Voyons un peu comment ce virus opère. Pour comprendre comment la maladie arrive jusqu'à nous, il faut absolument parler de la notion de réservoir d'infection. Imaginez que c'est la planque du virus. C'est l'organisme dans lequel il vit, grandit et se multiplie sans être inquiété. Le hantavirus est ce qu'on appelle une zoonose, ce qui veut dire que son réservoir se trouve dans la faune sauvage, bien avant de croiser le chemin des humains. Et pour être tout à fait précis, les coupables, ce sont certaines espèces de rongeurs. Ce sont eux qui portent les hantavirus qu'on appelle du Nouveau Monde. Et l'association est très spécifique. La souris sylvestre transporte le redoutable virus Cinnamber. La souris à pattes blanches héberge le virus de New York. Le rat hispide est lié à la souche Black Creek Canal. Et enfin, le rat des rizières trimballe les souches Bayou et Hans. Mais alors, comment ça passe du rongeur à l'humain ? Le danger numéro 1, c'est qu'il est totalement invisible. C'est une transmission par voie aérienne. En fait, les rongeurs excrètent le virus et quand leurs urines ou leurs excréments sèchent, le virus est projeté dans l'air sous forme de microparticules qu'on va respirer sans s'en rendre compte. On peut aussi l'attraper en touchant des objets contaminés. Et un point super important, la transmission directe d'un humain à un autre est extrêmement rare. On ne l'a confirmé que pour la souche des Andes et seulement lors de contacts très rapprochés. On passe à la troisième partie, les signes cliniques. Que se passe-t-il exactement dans notre corps une fois qu'on est infecté ? C'est là que le virus est franchement vicieux. Regardez bien cette chronologie. On a d'abord une longue période d'incubation totalement silencieuse qui peut s'étirer de 7 à 42 jours. Ensuite, les premiers symptômes apparaissent. Mais le vrai danger, c'est ce qui se passe 4 à 10 jours plus tard, au stade avancé. À ce moment-là, la détérioration devient fulgurante. Le patient peut basculer en urgence vitale absolue en moins de 24 heures. Si on compare les deux phases, on comprend vite le piège. Au stade précoce, on a l'impression d'avoir une très grosse grippe, de la fièvre, des courbatures terribles dans les grands muscles, parfois des vertiges ou des maux de ventre. C'est super trompeur. Mais quand le stade avancé frappe, c'est une attaque en règle des poumons. Ils se remplissent de fluide, ce qui entraîne une toux persistante et un essoufflement dramatique, exactement comme un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Et vous savez pourquoi ceci est alarmant ? Parce qu'on n'a ni vaccin, ni traitement miracle contre ce virus. Rien. La seule ligne de défense médicale qui nous reste, c'est une détection hyper précoce accompagnée de soins intensifs lourds. En gros, les patients finissent souvent en réanimation, intubés et placés sous assistance respiratoire stricte, le temps que leur corps combatte la phase la plus critique. Quatrième partie, la prévention et le contrôle communautaire. Parce que oui, on a des moyens d'agir. Puisque la médecine a ses limites ici, la vraie solution, c'est de prendre les devants. C'est l'organisation de la communauté qui devient notre meilleur bouclier. Ce processus en 5 étapes est fondamental, et c'est surtout du bon sens. 1. On rebouche minutieusement tous les trous dans les maisons. 2. On enferme la nourriture dans des boîtes sécurisées. 3. On gère les déchets très loin des habitations. 4. On nettoie les extérieurs en dégageant les broussailles et les tas de bois où les rongeurs pourraient nicher. Et 5. Très important, on met toujours des équipements de protection, comme des masques, quand on nettoie un endroit potentiellement infesté. Cinquième et dernière partie de notre décryptage, les impacts sur les autres secteurs de la société.
Une épidémie de cette ampleur, ça crée un effet domino qui déstabilise tout sur son passage. Prenez la sécurité alimentaire par exemple. Un mauvais stockage attire inévitablement les rongeurs, ce qui relance l'épidémie. Il y a aussi des dynamiques de genre. Les hommes sont souvent en première ligne via les travaux agricoles, tandis que les femmes sont très exposées lors des tâches domestiques. Les écoles qui manquent de bonnes installations sanitaires se transforment vite en nid à virus. Et bien sûr, la maladie et les périodes d'isolement prolongé gèlent les moyens de subsistance, plongeant des familles entières dans une grave précarité financière. C'est exactement pour ça qu'on a besoin d'une surveillance extrêmement rigoureuse. On utilise des indicateurs de suivi très précis, comme ceux déployés par la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, pour mesurer l'efficacité de nos interventions. Savoir combien de personnes dans une zone donnée peuvent identifier la maladie et s'en protéger, c'est ce qui permet de mesurer nos chances de victoire face à l'épidémie. Ce qui nous amène à cette réflexion finale. Comment une action communautaire structurée et menée dans le calme absolu peut-elle aujourd'hui anéantir la menace de ce virus invisible ? Face à une maladie d'une telle gravité, on se rend compte que la panique ne sert à rien. Notre véritable pouvoir, c'est l'information, l'anticipation et la mise en pratique de mesures concrètes au quotidien. Bref, remplacer la peur par une préparation implacable. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous, prenez soin de vous, restez informés et à très bientôt.